Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Pays qui ont choisi de financer la matière grise qui s'en sont sortis. Et je donne toujours l'exemple de l'Inde. L'Inde, en 1990, jusqu'à maintenant, l'Inde a les pires infrastructures au monde. Vous avez vu les routes, les chemins de fer, etc. Mais l'Inde, ils ont pris la plupart des ressources de relance. Ils ont développé avec ça les meilleures universités, centres de formation professionnelle, centres de recherche dans des domaines clés. Ils sont devenus des acteurs incontournables dans le monde et c'est un pays qui a une croissance et qui est devenu une économie émergente. La Chine, la même chose, etc. Donc ce sont des pays qui ont boosté le développement humain, les qualifications humaines qui ont réussi. Ça, c'est, que ce soit au niveau de la théorie ou des expériences, c'est ce qui se fait. On va pouvoir en parler, mais vous trouvez qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens dans la loi de finances 2015 ? Très peu. C'est ça le problème. Je dis, ce qui est bien dans la loi de finances, et peut-être dans le plan qui va venir, c'est qu'on commence à financer moins d'infrastructures et plus l'économie productive, c'est-à-dire développement agricole, diversification industrielle, l'amélioration des services, etc. Mais pour que cette stratégie réussisse, elle doit être appuyée sur le troisième pilier qui, à mon sens, n'est pas suffisamment financé pour le moment. C'est les qualifications humaines et l'économie du savoir. Ce sont les sociétés d'expertise dans tous les domaines. On parle de l'administration des hôpitaux, etc., qui ne fonctionnent pas bien. Mais on n'a pas les sociétés d'expertise en management des hôpitaux, on n'a pas des sociétés d'expertise en management des universités, en management universitaire, en TIC, les simulateurs, les bases de données, tout ce qui est économie du savoir, qui sait faire fonctionner l'économie productive, il n'est pas là. C'est là où on doit mettre plus de financement. Et d'ailleurs, ça a été mon message à la tripartite. Il dit, il faut qu'on mette beaucoup de ressources, beaucoup d'argent pour jumeler nos universités avec les meilleures universités mondiales, pour booster les cerveaux, les qualifications humaines en Algérie, pour recycler tout le monde, comme l'ont fait l'Inde, la Chine, etc. C'est ce dernier volet-là qui, à mon sens, est insuffisamment financé. Pour le moment, l'administration n'a pas été prête ou peut-être n'a pas suffisamment intégré dans son dispositif le secteur privé, alors qu'il est très important. Le secteur privé dans l'enseignement supérieur existe dans tous les pays du monde, y compris la Corée du Nord. Là, vous m'étonnez. Hein? La Corée du Nord. La dernière fois qu'on a évoqué la Corée du Nord, c'était monsieur Jett qui est passé à l'invité du direct à la place où vous êtes. C'était pour rappeler que la double puce, les deux seuls pays du monde qu'il avait utilisé, c'était le Soudan et la Corée du Nord. Ça avait beaucoup déplu en haut lieu. Et vous dites que la Corée du Nord a une université privée. Il n'y en a pas en Algérie? Oui, l'université libre de Pyongyang. C'est une université privée qui existe en Corée du Nord, reconnue par l'État coréen. Bien sûr, on ne peut pas ouvrir quelque chose là-bas qui n'est pas reconnu. Et donc, vous avez à côté de nous la Mauritanie, le Niger, n'en parlons pas, la Tunisie et le Maroc sont très en avance, et pratiquement tous les pays. J'espère qu'on va gagner. Quel est le taux moyen de l'enseignement privé dans l'enseignement supérieur dans le monde? Dans le monde, il est de 35% et on estime que dans 10 ans, il sera de 50%. Il y a des pays comme la Corée du Sud où c'est 75% et plus, et même ils vont aller à 80%. Donc, de l'enseignement supérieur qui est assuré par le privé? Par le privé, oui. Le public, il est très peu. Mais maintenant, que font ces pays-là? Attention, parce que chez nous, il y a des mythes, il y a beaucoup de mythes. Quand on parle d'université privée en Corée, comme ça, les gens vont se dire, oui, mais les familles coréennes qui sont pauvres, elles ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les meilleures universités. Non, ce qui importe, c'est l'intelligence. Parce que si vous passez les examens d'entrée dans ces pays-là, vous avez soit les entreprises qui vous prennent en charge, avec un contrat pour travailler avec elles. Si vous ne pouvez pas, ce sont les banques qui vont vous donner un crédit. Si vous ne pouvez pas voir avec des banques privées, l'État vous donne un crédit étudiant
que vous allez rembourser par la suite. Donc, dans le monde, même aux États-Unis, cette histoire-là existe. Ça n'existe pas, cette histoire-là, parce qu'il y a un secteur privé, ce ne sont que les riches qui vendent. Ce n'est que si l'État le veut, parce que l'État peut faire des crédits à la formation, que ce soit des crédits délivrés par les banques ou par ses propres structures, que les gens vont rembourser par la suite. Et donc on va mettre les riches et les pauvres sur le même pied d'égalité. Monsieur Lamiri, le groupe que vous dirigez, il fait dans la réalité de la formation supérieure. À travers certaines filiales, oui. Oui. Vous avez beaucoup d'étudiants. Oui, on a des étudiants, mais on préfère qu'on a des validations par notre propre État. Parce que... ce qui n'est pas le cas en ce moment. Hein. Ce qui n'est pas le cas. C'est anormal. Et il faut dire que dernièrement, j'ai eu beaucoup de réunions avec eux parce que les écoles privées m'ont délégué pour dialoguer avec l'enseignement supérieur. Et je peux vous annoncer une très bonne nouvelle, c'est que cette année, il y aura des agréments qui seront donnés à des universités privées en Algérie. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de projets en cours. Cette année, il y a des projets. Oui, il y a des projets. Il y a des gens qui sont en train de retirer les cahiers de charges parce qu'ils sont prêts. Ils ont même nommé maintenant un directeur des écoles privées d'enseignement supérieur chez eux. Il est en train de constituer la commission pour pouvoir donner des agréments. On va rentrer, on va être dans les normes. On peut dire que vous êtes, entre guillemets, dans le bon sens, un lobbyiste persévérant, parce que vous avez commencé avant les autres, et vous avez pendant 10 ans, vous avez travaillé un peu dans un no man's land, et puis là, vous faites avancer vos solutions, vous finissez finalement par les faire passer. C'est pour le bien du pays. Je crois que les pouvoirs publics aussi ont compris que c'est de l'intérêt du pays avant tout et l'intérêt des étudiants. Nous, on s'engage à ce qu'on fasse tout, comme on l'a fait jusqu'à présent, pour donner des bourses en fonction de nos moyens à des étudiants méritants mais qui n'ont pas d'argent. Maintenant, d'un autre côté, Monsieur le ministre du Commerce s'est engagé à faire en sorte qu'il y aura des crédits à la formation qui seront donnés par le secteur bancaire dans la nouvelle loi. Je crois qu'avec ça, on peut être content et dire qu'à l'avenir, beaucoup d'Algériens vont... Je vous pose